16, ils sont 16 les invités à avoir marqué cette première saison d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Aujourd'hui, c'est un best-of de ces experts que nous vous proposons dans cette spéciale été 2021. Des AirPods Max à l'Apple Car, des Mac M1 aux éditeurs de presse face à Apple, de la 5G aux 10 ans de Final Cut Pro, sans oublier la réparabilité avec iFixit et les pins non officiels de la WWDC 2021 sur Kickstarter, nous avons balayé très large cette saison en essayant de rester au plus proche de l'actu et en lançant souvent nos invitations dans les dernières heures avant nos enregistrements. Bonjour Élie et François. Hello. Salut à tous. Sympa de vous retrouver pour cette spéciale, les garçons. C'est vrai qu'on essaye, bien qu'on soit une hebdo, de réagir presque comme une chaîne info en fait, quand on monte à iWeek. Hein. Bah, c'est vrai qu'on essaye au maximum de coller à l'actualité. Et puis souvent, en fait, ce qui est sympa, c'est que voilà, même si on ne fait pas officiellement de réunion de rédaction, dès qu'il y en a l'un de nous qui voit passer un tweet qui pense à quelque chose, etc., c'est vrai qu'on remonte l'information à Benjamin, et Benjamin est particulièrement réactif là-dessus. Et c'est vrai qu'on a réussi du coup des fois à avoir des invités vraiment au dernier moment, et du coup ça nous a vraiment permis de coller au maximum à l'actualité. Et c'est vrai que je trouve que la totalité des invités qu'on a eus étaient tous pertinents, étaient tous intéressants. Et on n'a pas eu, sans vouloir nous lancer des fleurs, de catastrophe industrielle. Parce que des fois, il y a des invités qui sont un peu mauvais clients quand même, ça peut arriver. Et c'est vrai qu'on a eu de la chance cette année parce qu'on n'en a pas eu. Élie ? Bah écoute, pareil, moi je trouve que les invités, ça apporte une richesse à l'émission, des points de vue qui sont différents des nôtres et qui parfois les complètent. Et non seulement ils parlent de leur sujet qui les passionne et qui connaissent par cœur, mais en plus ils donnent aussi souvent leur avis sur les sujets d'actu dont on parle, etc. Et c'est toujours intéressant d'avoir justement l'avis de quelqu'un qui est certes dans le milieu, mais qui n'est pas aussi immergé que nous quotidiennement ou hebdomadairement. Alors si on revient au tout début de la saison, on a commencé le 27 août 2020, on a fait 5 épisodes sans invité, le temps pour nous de nous roder, hein. Et en fait dès l'épisode 6, on a lancé une première invitation, et c'est Bertrand Gier qui l'a accepté, Bertrand Gier du Figaro, directeur délégué du Pôle News, mais surtout président du GEST, le groupement des éditeurs de services en ligne. Quel souvenir vous gardez de cette interview, les garçons ? Élie ? Bah écoute, le sujet était très intéressant et collait vraiment à l'actualité parce qu'on parlait de justement ce pourcentage que prend Apple et qui était un peu contesté à ce moment-là. Donc c'était pile dans l'actu et c'était intéressant de faire connaître ça à nos auditeurs parce que nous-mêmes, on a découvert des tas de choses dans tout ce qu'il nous a raconté et qui était vraiment, vraiment passionnant. Mais je pense qu'en plus de nous, nos auditeurs ont aussi découvert cet univers un peu complexe, parfois. Oui, à l'époque, il faut rappeler que le GEST venait d'envoyer une lettre ouverte à Tim Cook pour demander une commission équitable, raisonnable et non discriminatoire sur l'App Store. C'est vrai que c'était une interview hyper intéressante sur les relations, François, entre Apple et les médias, notamment en France. Oui, et puis au final, on se rend compte que ça a été un sujet qui nous a quand même suivi tout au long de l'année, l'histoire de la quote-part d'Apple, parce que c'était avant Epic Games, hein, faut pas l'oublier, et on sent qu'il y a on sent le vent tourner dans le dos d'Apple, là, c'est assez violent. Alors c'était pas avant Epic Games, c'était avant le procès, mais l'affaire Epic Games avait déjà commencé. Oui, c'était avant le procès, tu as raison de le préciser. Mais c'est vrai que c'était très intéressant, et puis surtout, je l'avais trouvé très clair à l'époque, et c'était pas à charge vis-à-vis d'Apple. Et ça, c'est intéressant. Je pense qu'il faut avoir une discussion constructive, et que ça sert à rien d'aller en frontal à la manière d'Epic Games. Je pense que Epic Games aurait peut-être réussi à avoir gain de cause, sans doute, s'ils n'étaient pas allés aussi en frontal vis-à-vis d'Apple. Allez, pour le plaisir, on va réécouter un petit bout de cette interview avec Bertrand Gier du Figaro et aussi du GEST, donc le groupement des éditeurs de services en ligne. C'était dans l'épisode 6 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, saison 1. Effectivement, le constat est que
De plus en plus, le modèle de la presse se développe et se déploie vers les abonnements numériques. C'est quasiment l'une des seules voies de sortie pour continuer à financer du contenu de qualité. On pense que c'est extrêmement important. Heureusement, Apple nous aide à travers les applications, nous propose des parcours qui sont vraiment bien faits, qui nous permettent de recruter pas mal d'abonnés à travers nos applications et à travers les stores. Ça, c'est formidable. Mais malheureusement, on va dire pour ce service, Apple prélève, comme pour beaucoup d'autres services, 30% du montant TTC qui est payé par l'utilisateur, ce qui est quand même extrêmement important. Et ce, d'autant plus qu'on parle d'un prélèvement qui se situe dans la récurrence. On n'est pas sur de l'apporteur d'affaires, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais on est sur la continuité. C'est vraiment extrêmement pénalisant. Et c'est vrai que il y a 1 mois, les éditeurs américains ont, on va dire, signalé assez fortement et se sont unis, ce qui est assez rare chez les Américains, pour dénoncer un peu cette attitude, et qu'on n'emboîte le pas parce que il y a une dimension économique qui est vraiment importante, et puis il y a une dimension j'allais dire presque spirituelle, qui est de dire qu'en ce moment on a besoin d'aider un peu les gens qui produisent du contenu. Vous en savez quelque chose. Je pense que c'est une quantité infinitésimale dans le chiffre d'affaires d'Apple, et que donner un coup de main à cette vieille presse qui se débat et qui se donne tant de mal pour continuer à produire des contenus de qualité, ça serait quand même un geste assez noble de la part d'Apple. Je suis certain qu'ils vont nous répondre, parce que on a déjà eu l'occasion d'échanger avec eux sur de nombreux sujets. On a un précédent assez récent qui concerne la TVA. Vous savez que Apple, dans le store, pratiquait une TVA qui était de 20%, qui est la TVA pratiquée en France. Il y a quelques années, c'était la TVA du Luxembourg, qui était à 12 ou 15%, je ne sais plus. Et vous savez qu'en France, la presse a un taux de TVA réduit à 2,10. Donc, on a eu l'occasion d'échanger un peu avec eux pour essayer de faire appliquer ce montant de TVA réduit, qui est celui de la presse, de 2,10 sur les commissions et sur les montants générés par le store. Et on a obtenu gain de cause assez rapidement. Ça veut dire que la marge a progressé. Absolument. On pourrait effectivement profiter de ça pour faire baisser un peu le prix qui est demandé au lecteur, mais voilà, dans leur immense majorité, les publications de presse ont choisi de maintenir le prix. Peut-être un petit mot sur le modèle économique de la presse. Alors, il faut distinguer les pure players et puis, on va dire, la presse traditionnelle. On va parler de la presse traditionnelle que je connais mieux. Celle-ci a fait un effort extrêmement important ces 10 dernières années pour se transformer, pour se numériser, pour transformer les organisations, pour continuer à produire toujours plus de contenu. Et très objectivement, globalement, avec beaucoup de réussite, parce que les audiences sont là, la presse n'a jamais été aussi lue, c'est le paradoxe, on l'a dit en difficulté, elle est en difficulté, et paradoxalement, elle n'a jamais été aussi lue. Pour parler du Figaro, que je connais un peu mieux que les autres, aujourd'hui, on est le premier site d'actualité en France, avec 25 millions quasiment de lecteurs par mois. La marque n'a jamais eu 25 millions de lecteurs par mois. Donc, du point de vue du contenu et de la lecture de nos articles, c'est une réussite immense. Paradoxalement, économiquement, la plupart des sites de presse et des marques de presse sont en grande difficulté parce que cette audience, on n'arrive pas à la monétiser. Voilà, l'ensemble des sites de presse n'arrive pas à la monétiser. La publicité sur le numérique, qui est un gâteau très important, est captée par les big tech, principalement Facebook et Google, qui prennent 85 ou 90% de parts de marché publicitaire. Donc, il n'y a pas de relais publicitaire. Cette audience n'est pas monétisée. Cette audience numérique n'est pas monétisée par la publicité digitale. Sur le papier, quand il reste des activités print, vous savez bien que c'est des activités qui sont en décroissance, plus ou moins forte, qu'il y a de moins en moins de gens qui se rendent au kiosque ou qui s'abonnent pour acheter des publications papier, et que donc le chiffre d'affaires publicitaire également du papier baisse. Donc, on a un paradoxe qui est qu'on est très lu, mais que par contre, on a du mal à monétiser cette audience. Donc, quelle est la voie, ou quelle pourrait être l'issue, et que font les éditeurs de presse? Ils s'engouffrent le plus possible, puisqu'ils n'arrivent pas à faire payer l'annonceur, vers le fait de faire payer le lecteur. Donc, c'est vers les offres payantes. On a longtemps été dubitatif, mais le fait est que ça fonctionne bien. Le Monde revendique près de 300 000 abonnés numériques. Le Figaro va passer dans les semaines qui viennent les 200 000 abonnés numériques. Mediapart fonctionne très bien. Voilà, il y a un mouvement d'ensemble qui
De plus en plus de gens s'abonnent pour produire du contenu. Et là, on arrive à notre sujet avec Apple, c'est que les applications en général, et Apple en particulier, ont une grande part de marché dans le recrutement et dans la diffusion de nos offres d'abonnés, et donc prélèvent sur des modèles économiques qui sont extrêmement fragiles, que ce soit Google ou Apple, 30% de commission, j'allais dire ad vitam. Et ça, c'est vraiment très, très complexe. On considère qu'Apple, là-dessus, est en position dominante et incontournable, non seulement sur le marché de la fourniture d'iPhone en tant qu'appareil, mais également sur le marché de la distribution d'applications sur le système iOS. Et donc, on est dans une situation de dépendance économique absolue vis-à-vis d'Apple pour la distribution de nos contenus sur iPhone, puisque seul le store disponible sur l'iPhone est celui de l'App Store. Donc, on n'a pas le choix de faire autrement. Moëlie, François, on va retrouver un certain nombre d'invités qui ont marqué la saison, mais est-ce que vous avez un souvenir d'invité en tête qui vous a marqué plus que les autres ? Moi, c'est vrai que dans la liste, quand on reprend tout ça, c'est vrai que la partie avec Florent Morin était particulièrement intéressante, dans la mesure où le Mac M1, pour moi, ça a été la nouveauté de l'année. S'il y a un élément à retenir cette année, c'est vraiment le Mac M1. Je suis repassé à plein temps sur un Mac Intel depuis quelques semaines et je regrette mon Mac M1 et j'ai hâte d'avoir mon iMac M1 à la maison parce que vraiment ça a été une vraie révolution et j'ai vraiment hâte de voir la suite, et c'est en ça que le témoignage de Florent était particulièrement intéressant. Alors avant de poser la même question à Ellie, on va revenir à la fin de l'année 2020, cet épisode 14 dans lequel on recevait donc Florent Morin, qui est technologiste et spécialiste d'Apple, développeur, et il nous disait tout le bien qu'il pensait des Mac M1 qui venaient d'arriver. En fait, évidemment, je me suis empressé de déballer le Mac et j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir tester Xcode et tous mes outils du quotidien dessus. Je l'ai déballé, je l'ai lancé, j'ai allumé, j'ai vu une vitesse de fulgurante pour tout installer, et dès que j'ai commencé à l'utiliser dans mon quotidien, on va dire, le premier sentiment que j'ai eu, c'est de me dire déjà, c'est chouette, je vais pouvoir bosser dans le silence, parce que les ventilateurs se déclenchent pas, et en plus, c'est bien parce que le Mac travaille à mon rythme, en fait. Parce qu'en général, sinon, quand tu codes, t'es obligé d'attendre des compilations, les machins, et tout. En fait, toute ta chaîne, c'est finalement chronophage. Et au final, l'air de rien, pour un professionnel, c'est coûteux. Parce que quand t'attends, tu fais rien. Et voilà. Et là, c'est vraiment... T'étais vraiment complètement dans le travail de création, de développement, et t'es beaucoup plus à fond dedans que... t'as pas de frustration, en fait. Voilà, et t'as senti une vraie différence ? Ah oui, c'est clair, oui. Le fait que les temps de compilation soient accélérés, c'est déjà un bénéfice. Et après, quand tu ouvres un projet, tout s'ouvre plus vite, tout va plus vite, en fait. Et en fait, les petites frictions du quotidien, c'est s'effacent. C'est aussi bête que ça. Là où Apple a fait très fort, c'est que pour ce qui est de l'actuel, des usages d'aujourd'hui, déjà, clairement, ça explose tout. C'est-à-dire que tu vas travailler plus vite, ça va être plus confortable, ça fera moins de bruit, ça consommera moins d'énergie. Déjà, c'est énorme. Et après, en fait, le matériel, on sent qu'il est prêt pour le futur. C'est-à-dire que quand tu suis un peu l'actualité de ce qu'a fait Apple au niveau du développement et de ce qui a été prédit pendant c'est pas un secret, pendant les WWDC, Apple nous a clairement dit demain, on va utiliser l'intelligence artificielle, mais pour tout, quoi. Pas seulement, aujourd'hui, on l'utilise pour de la prédiction, c'est-à-dire, en fait, pour ceux qui connaissent pas l'intelligence artificielle, la prédiction, ça va être par exemple, quand Pixelmator prend une photo pixelisée et la rend nette. En fait, il utilise des algorithmes de prédiction. Et après, l'étape qui est la plus consommatrice d'énergie, c'est l'étape d'entraînement. Et pour ça, déjà, Apple a fait pas mal de choses sur tout ce qui est mobile avec ses propres processeurs et maintenant sur les Mac, dans le sens où tu peux réapprendre un modèle préexistant. Par exemple, pour le plus basique, c'est pour identifier une personne. Il sait reconnaître un visage, et après, toi, tu vas préciser ça c'est ma tante, ça c'est mon oncle, etc.
Et en fait, toute cette capacité sur ce type d'algorithme, ça va, c'est assez rapide, mais il y a des algorithmes qui demandent beaucoup plus de performance. Et là, en fait, ce qu'est en train de faire Apple, c'est qu'ils sont capables de rendre non seulement l'usage de l'intelligence artificielle simple par des nouveaux frameworks qui sont beaucoup plus accessibles aux développeurs, parce que sinon, faut des connaissances absolument monstrueuses en analyse de données, etc. Donc déjà, ils ont simplifié le travail pour les développeurs, pour pouvoir créer des expériences nouvelles, et en plus, ils rendent la possibilité pour pour le matériel de pouvoir entraîner quasiment en temps réel la donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir personnaliser l'intelligence artificielle à l'usage de chacun. Un exemple que j'ai donné et que j'aime bien donner, c'est celui de l'agent immobilier. Aujourd'hui, tu es agent immobilier, tu as, admettons, 10 ans d'expérience, tu vas arriver, tu vas pouvoir estimer un bien assez facilement. Par contre, si tu engages un junior, il va falloir le former, etc., ça va être compliqué. Et donc, il y a un vrai impact économique. Là-dessus, en fait, si ton agent immobilier a eu la présence d'esprit de garder dans un fichier Excel, admettons, tout son historique de vente en fonction du quartier, du type d'habitation et ainsi de suite, il va en fait le passer dans son application spécifique d'apprentissage de machine learning, en fait, qui va lui permettre de fournir une application à son agent qui sera junior, et l'agent junior profitera de toutes les connaissances de l'agent immobilier senior, sans avoir les compétences. Et il arrive sur le terrain, il est directement opérationnel, et il fera pas d'erreur. Parce qu'il profitera d'intelligence artificielle dans son quotidien. Et là, c'est un véritable impact économique. Qu'est-ce qui explique, à ton avis, qu'on assiste en ce moment, là, avec ces nouveaux Mac et l'arrivée de ce processeur Apple, à ce qui semble être un bond de géant, un pas de géant? En fait, déjà, je pense qu'Apple a recruté des génies à l'appel. C'est clair, parce que quand on voit tout ce qu'il y a comme possibilité, je donne un exemple. En fait, sur tout ce qui est 3D, il y a des spécialistes de la 3D qui ont étudié le procédé, et ils se sont rendus compte que sur un Mac un Mac M1 avec 16 Go de RAM, il pouvait stocker 100 gigaoctets de texture 3D. C'est un truc de dingue. Pourquoi ? Parce que Apple a su travailler sur le matériel avec les ingénieurs logiciels. Et en fait, ils combinent une expertise très très forte sur le logiciel et une expertise très forte sur le matériel qui va faire qu'il n'y aura pas de perte. Le fait de partager la mémoire est en effet un gros atout de la puce. Tous les composants travaillent dans le même espace, donc tout de suite c'est forcément plus rapide, hein, c'est de la physique. Et après, c'est vrai que y a une capacité aussi à mettre à disposition toutes les ressources possibles. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend le matériel qui est intégré dans le M1, on a quoi ? On a un CPU qui est à 8 cœurs, toujours. Le GPU qui est à 6 ou 8 cœurs. Et après, on a un réseau de neurones sur puce, parce que c'est quand même particulièrement gourmand, qui a 16 cœurs. Mais quand on fait du réseau de neurones avec Core ML, le réseau de neurones sur puce va fonctionner, mais aussi le CPU et le GPU, avec des instructions spécifiques. C'est-à-dire qu'à tout moment, le maximum de la capacité sera exploité. Et c'est ça qui est vertigineux, quoi. Il y a zéro déchet. Bon, même question pour toi, Ellie. Est-ce qu'il y a une interview, un invité qui t'a laissé un souvenir particulier ? Oui, absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'il est même intervenu 2 fois, si je me rappelle bien. Et c'est Gilles Guérin, parce que, pour une raison très particulière, c'est que moi, en plus de ce que je fais dans l'univers Apple, je suis un passionné de tout ce qui est audio et vidéo, donc de tout ce qui est... Et les années laser, pour moi, c'est une bible que je lis depuis des années, et d'avoir pu discuter avec quelqu'un qui partage ces mêmes passions, c'était vraiment un truc incroyable. Alors Gilles Guérin, donc effectivement, qui est journaliste aux années laser notamment, et qui est aussi importateur d'un système incroyable qui s'appelle le Smith Realizer, un système home cinéma pour casque jusqu'à 24 canaux. Gilles, il est venu 2 fois dans iWeek cette saison. La deuxième fois, c'était à propos de l'arrivée du lossless et du spatial audio dans Apple Music.
Mais la première fois, c'était dans l'épisode 16. C'était pour revenir sur cet ovni qui se met sur les oreilles et qui s'appelle l'AirPod Max. Jean-Christophe, si tu nous regardes. Déjà, je sais qu'ils ont une puissance et une connaissance en audio et ils ont du personnel pour faire de la recherche. Ils avaient embauché par le passé Tom Holman, donc THX, je vais pas revenir sur l'histoire. Donc en tout cas, ils ont des personnes redis-nous, parce qu'on compétentes ne connaît pas, nous, on le connaît pas. En fait, Tom Holman, qui est un des gars à l'origine du THX, donc du format audio des salles de cinéma premium, co-développé avec George Lucas. On dit même que le THX, le TH de THX, c'est Tom Holman Experiments. Donc voilà, donc c'est vraiment un expert de l'audio et il a été embauché il y a quelques années par Apple, notamment pour développer le HomePod. Donc voilà, c'est une personne vraiment compétente sur la partie audio et il avait développé aussi un format qui était en 22 canaux, il me semble, de son spatial. Donc c'est question de son spatial et voilà, c'est quelque chose qu'il connaît bien. Donc ça c'est le premier point, c'est je pense que Apple a la connaissance et le personnel pour développer des bons produits. Après, ce qui est important dans l'acoustique moderne, sachant que la technologie de haut-parleur n'a pas évolué depuis 80 ans, c'est toujours un système voilà, avec une membrane mis en mouvement par effectivement des aimants, c'est toute la partie traitement numérique. Donc la manière dont on pilote un haut-parleur. Et là-dessus, Apple a des puces, on le voit, phénoménales. On est en train de parler de puces, je crois, il y a 10 cœurs dans ce qui est embarqué. Et encore pour chaque oreille. Donc c'est une puissance de calcul, mais un bazooka pour gérer de l'audio finalement qui n'est pas non plus quelque chose d'ultra complexe à gérer. Donc je veux dire, toute cette puissance de calcul est capable de compenser le moindre défaut que pourrait avoir de distorsion du haut-parleur, etc., etc. Donc voilà, donc il y a cette puissance, mais après c'est toujours pareil, c'est comment on l'utilise. Donc voilà, c'est ça qui me fait confiance. J'ai confiance sur ce qu'il peut faire. Après c'est toujours pareil, un constructeur va choisir une signature audio. Donc après, cette signature, c'est ce qu'on va entendre au final. Il va mettre toute cette technologie pour aboutir à cette signature audio. Et c'est ce qu'on va aimer ou on ne va pas aimer. Et là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de subjectivité qui rentre. Mais après, voilà, c'est un choix. Et c'est vrai que ce qui est amusant avec les signatures audio, c'est que ça peut se changer aussi par un changement de paramétrage. Donc on peut basculer du tout au tout simplement par une mise à jour. Donc un produit n'est pas fixe dans son rendu audio, en tout cas un produit moderne. Contrairement à une enceinte passive, qui elle, une fois qu'elle a été conçue par son concepteur, elle va sonner de la même manière du début jusqu'à la fin de sa vie. Avec les produits modernes, où la partie électronique d'amplification et surtout de correction est intégrée directement dans le device, on peut fondamentalement changer les choses. Et on introduit surtout, voilà, c'est là la grosse nouveauté, c'est ce qu'apporte Apple, c'est qu'on va apporter des petites choses amusantes qui sont la spatialisation audio. On en parlera encore un peu, je pense, un peu plus tard. Mais voilà, ça c'est ce que permet le traitement numérique. François, tu voulais réagir sur justement ce lancement des AirPods Max ? Oui, on voit un phénomène arriver depuis quelques semaines sur Amazon, en particulier sur Amazon Allemagne, je ne sais pas si vous avez vu. Mais quand on voit que les AirPods Max sont à moins de 500 € maintenant sur Amazon, à 480 € de mémoire, ça pose quand même quelques questions quant au succès de cet appareil. Et puis je pense que ce sera un des sujets qu'il faudra qu'on aborde assez rapidement en début de saison. J'ai vu que nos amis de Mac Génération ont fait un article là-dessus. Pourquoi est-ce qu'on voit de plus en plus de produits Apple comme ça à des prix fortement rabaissé? Je pense aux iPhone 12, aux iPhone 12 mini avec moins 20, moins 25%. C'est quand même quelque chose qu'on ne voyait pas arriver il y a quelques années, surtout pas sur des produits en fait qui sont très très récents. Et ça pose pas mal de questions, je trouve. Donc je pense qu'il faudra qu'on fasse un dossier là-dessus. Oui. Ellie, ça t'en pose aussi forcément à toi des questions. Oui, mais en fait, je sais en partie d'où ça vient. C'est parce qu'en fait, il y a d'énormes stocks, des fois dans certains pays. Et il y a des deals, je ne sais pas, je n'ai pas la preuve absolue qu'Apple aide pour faire ce genre de deal, mais il y a peut-être des gens qui, pour se débarrasser de stock, parce qu'ils ont besoin de trésorerie, parce que c'est des produits qui sont des fois depuis des mois et des mois et des mois dans leur stock, ils s'en débarrassent à des prix défiant toute concurrence. Et d'ailleurs, au prix où sont les AirPods Max, c'est inférieur au prix qu'on les achète, largement. Donc il y a forcément quelque chose
qui est mystérieux et qu'on doit percer. Mais du coup, comme Amazon est global, s'il y a par exemple quelqu'un qui vend, je sais pas moi, 3 palettes d'iPhone 12 mini parce que il sait plus quoi en faire, ben Amazon les récupère. Et évidemment, ils profitent de l'occasion pour tirer les prix vers le bas et ils les revendent, mais ils ne perdent pas d'argent quand ils les revendent. Hein. Donc c'est ça d'être un acteur global et c'est là où nous, on n'arrive pas à se battre. Hein. Bon, on se retrouve à la fin de l'année. Je vais vous poser une colle, les garçons. Si je vous dis qu'est-ce qui s'est passé entre le 20 novembre et le 15 décembre, est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé ? En 4 temps. Ting, 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 ting. Avec le conducteur juste en face, c'est plus simple de répondre Benjamin, mais je sais pas. Moi je sais que je la capte mieux depuis la fin juin, depuis ma 2e dose de vaccin. T'es bête. Oui, c'est l'arrivée de la 5G. Et pour comprendre les enjeux de l'arrivée de la 5G, Free ayant été le dernier opérateur à l'annoncer, c'était le 15 décembre, on avait invité Ariel Gomez, qui est un confrère entrepreneur de presse, spécialisé dans les technologies, éditeur de Smart City Mag et de Retail Numérique Magazine. C'est un des meilleurs spécialistes des télécoms en France. Et Ariel nous avait aidé à comprendre ce qui était en train de changer dans l'univers des télécoms en France. On revient donc en décembre. C'était l'épisode 17 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. C'est beaucoup dans la stratégie de Free de surprendre par le tarif. En fait, c'est une manière de reprendre la parole et de passer au premier plan. Parce que accessoirement Free est celui qui a le moins de couverture 5G aujourd'hui, donc c'est une façon de parler de ce qui permet à la société de se mettre en avant et de cacher un petit peu ce qu'il y a de moins réduisant, c'est-à-dire un réseau qui est encore très très faible. C'était le cas aussi pour la 4G. Donc Free à l'époque avait fait une communication très 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 agressive et très très pertinente par ailleurs, qui a bien fonctionné, mais ça cachait un petit peu le manque d'antennes et qui était compensé par l'accord d'itinérance avec Orange qui lui louait son réseau pour justement avoir une couverture un peu plus importante. Après, Free a l'intelligence d'exploiter au mieux ce qu'il a et d'habiller ça d'une manière qui passe bien. En fait, l'avantage des fréquences 700 MHz, qu'on disait les fréquences en or pour la 4G, c'est que ce sont des fréquences qui portent très loin, qui sont idéales à la campagne ou dans les zones pas très bien couvertes, mais par contre le débit s'atténue relativement rapidement et puis ça peut gérer une moins forte densité utilisateur. La 3,5, la fréquence de 3,5 GHz, par contre, elle est plus appropriée aux zones plus fortement peuplées, et c'est là qu'on a la plus grande concentration d'antennes. Donc ça permet d'afficher, le 700 MHz permet d'afficher une couverture territoriale importante, mais avec une qualité de service qui sera moindre. En fait, le principal avantage de la 5G, ça va être pour les opérateurs, parce que ça va leur apporter plus de capacité. Les réseaux 4G sont notamment dans les grandes villes proches de la saturation. On commence à avoir parfois une baisse de qualité de service, un débit moins important, une latence plus importante. Enfin, tout ce qui fait l'intérêt d'une technologie nouvelle est en train de se réduire parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Donc la 5G arrive au bon moment pour donner un peu d'air en termes de capacité et faire que les premiers qui vont arriver là-dessus, ils auront un super service et comparativement la 4G, elle semblera obsolète et très lente par rapport à cette 5G sur laquelle au début sur les réseaux il n'y aura personne. Donc tout marchera très bien a priori. Mais depuis, tu as vu que les choses ont pas mal évolué, puisqu'on avait parlé à ce moment-là des débuts, des problèmes de débit, etc., et des problèmes qu'on ne captait que dans des endroits très très limités, par exemple à Nice, qui avait été choisi comme une des villes de lancement. Depuis maintenant, en tout cas dans les Alpes-Maritimes, et voire même du côté de Marseille, etc., on capte de la 5G partout et les débits se sont améliorés. Hein. Donc peu à peu, franchement, c'est en train de s'améliorer et l'avantage de Free, encore une fois, c'est que eux, ils ont gardé le même prix, c'est-à-dire pour 15 € ou 9,90 € si on est abonné Freebox Pop, on a de la 5G, quoi. C'est assez dingue. On se retrouve en 2021 avec un nouvel invité. Alors,
c'est un ami de la maison. Hein. Il était co-présentateur sur Watch, rédacteur en chef d'iCreate, notre mensuel Mac de référence. C'est Alexandre Lenoir qui était venu dans iWeek pour nous expliquer les enjeux de ces rumeurs entre Apple et Kia à l'époque. Tu te souviens, Ellie, de ces quelques jours de folie là qu'on a vécu au mois de février? Oui, et rappelez-vous que j'étais très 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 sceptique. Je l'avais dit et répété et j'avais eu raison car rien ne s'est passé. Bon allez, pour le plaisir, on va revenir début février, au moment où les rumeurs se sont emballées sur l'Apple Car, encore une fois. Alors, est-ce que l'info tient la route? Première question. Alors, Apple et l'automobile, ça fait quand même l'objet de rumeurs depuis je vais pas dire 10 ans, mais depuis 2014 en gros. Et puis bon, c'est une histoire, on va dire, c'est un peu je t'aime moi non plus, hein. Steve Jobs a toujours aimé les voitures, de toute façon, ça c'est une certitude. Il a tout fait pour que l'iPod entre dans les voitures quand l'iPod est sorti. Et puis petit à petit, il a été intégré à peu près chez tous les constructeurs. Et idem avec l'iPhone, dès la sortie de l'iPhone d'ailleurs, puisque de mémoire, je crois que c'est Audi qui, quasiment concomitamment avec le premier iPhone, avait sorti les premières interfaces et s'était même presque fait taper sur les doigts par Apple pour leur avoir grillé la priorité. Mais plus proche de nous, en 2014, il y a ce qu'on appelle le projet Titan, dont personne n'a jamais vraiment su ce que c'était à part les gens qui s'en occupent chez Apple. Tout ce qu'on sait de Titan, c'est que c'est... Et Ellie, peut-être Ellie. Et Ellie, peut-être. C'est ça. C'est un gros objet de recherche autour de l'automobile, alors qu'on peut imaginer connecté, autonome, électrique. On ne sait pas très bien. Tout ce qu'on sait, c'est que ça existe. Il y a eu des restructurations de ce projet, il y a eu du staffing, il y a eu du déstaffing, il y a eu beaucoup de choses. Et puis, d'année en année, des rumeurs qui arrivaient, qui repartaient. Ce qui fait que, bon, on est arrivé à être un petit peu lassé, parce que sans vraiment savoir ce qu'il y avait dans ce projet, tout le monde en parlait. Plus proche de nous, il y a 2 ou 3 ans, il y a des accords qui ont été signés avec Volkswagen pour la création de navettes autonomes. Donc là, mais pour des produits sur site, hein, ce qu'on appelle des produits sur site, pas pour rouler sur route ouverte. Mais bon, ça se précisait. Apple a également fait pas mal de recherches sur des sites propres en Californie qui étaient dédiés à ça. Et puis, plus proche de nous encore, en décembre dernier, il y a des nouvelles rumeurs qui sont sorties. Et cette fois, on parlait de Hyundai. Alors, Kia et Hyundai, c'est le même groupe, hein. Donc, c'est ce qui fait dire que une annonce avec Kia pourrait tenir la route, parce que finalement, ce qu'a fait Hyundai il y a quelques semaines, c'est un petit peu griller la priorité à Apple en lâchant une info sur un projet en cours. Très vite, Hyundai s'est repris en disant qu'en gros, il discutait avec beaucoup de monde et également Apple. Ça, ouais. Mais le mal ou le bien était fait. L'action Hyundai, tu parlais de l'action Kia tout à l'heure, mais l'action Hyundai, il y a un mois, pareil, elle a fait comme celle de Kia il y a 2 jours. Elle a bondi de je crois, 15 ou 20%. Presque 20%, ouais. Voilà, suite à cette annonce. Et puis donc, hier ou avant-hier, cette grosse sortie sur un site coréen, le nom m'échappe, mais qui a été reprise par tout le monde, Bloomberg. Bloomberg y compris, sur un accord en passe d'être signé par Kia et Apple. Donc autour de la production, cette fois, on est dans le concret de la production d'un véhicule propre aux États-Unis. Autre invité cette saison, et c'était d'ailleurs au même moment, Fred Roland, ancien d'Apple, hein, puisqu'il a été chef produit Final Cut, désormais à la tête du développement stratégique international de tous les produits vidéo chez Adobe, était avec nous pour nous parler des bêtas publics de Premiere Pro, Rush et Audition qui étaient arrivés quelques jours plus tôt. Les bêtas publics des versions M1, évidemment. On retrouve Fred Roland. Aujourd'hui, effectivement, avec le buzz qui a été fait et tout ce qui est dit autour du M1, effectivement, c'est de se dire quels sont les bénéfices utilisateurs pour pouvoir tout simplement motiver l'achat d'une nouvelle machine. Sinon, il n'y a qu'une partie qui va effectivement dépenser quelques milliers d'euros pour acheter le nouveau Mac. Mais faut-il trouver un intérêt.
Et effectivement, nous, ce qu'on observe, c'est on voit des intérêts. Alors, forcément, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend toujours parler du M1 égale puissance. Nous, on voit, par rapport à la communauté créative, que ce soit la vidéo et même d'autres usages, parce qu'évidemment, Adobe, on couvre toutes les disciplines autour de la création. Ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs pensent mobilité. Mobilité, parce que la machine a une batterie qui dure plus longtemps. Donc, et je pense, par rapport au retour qu'on a, que c'est peut-être peut-être le principal avantage de cette machine. C'est-à-dire qu'à performance équivalente, évidemment, on va attendre que la machine fonctionne beaucoup mieux, mais à performance équivalente, si vous garantissez à un utilisateur de pouvoir partir 12 heures sans avoir à recharger sa batterie, dans certains usages, je parle dans le monde journalistique, les journalistes reporters d'images, c'est des problématiques qu'ils ont tous les jours, les étudiants, etc. Enfin, vous allez sur des tournages, aujourd'hui, vous avez des machines très lourdes qui sont sur des lieux de tournage pour permettre aux directeurs de la photographie, aux réalisateurs d'avoir des retours sur l'image. Là, ils vont pouvoir capturer des images, les traiter, parce que la machine, évidemment, va avoir des capacités de performance intéressantes, mais surtout la batterie. Donc, la batterie, selon moi, c'est ce qui va pouvoir séduire énormément d'utilisateurs à basculer d'une machine à l'autre. Après, la puissance, elle est effectivement au rendez-vous. Trop tôt pour dire jusqu'où on peut aller en termes de puissance. Mais si vous regardez sur YouTube, et c'est l'avantage de notre programme bêta public, c'est qu'on a énormément d'utilisateurs qui communiquent déjà, et ils sont tous très positifs. Donc nous, on est ravis, parce que ça serait décevant de ne pas répondre à la promesse que la machine propose. Mais on a déjà des gains qui sont notés par les utilisateurs, donc tout le monde est très enthousiaste, et ça, c'est plutôt génial. Voilà, Premiere Pro, dont la version M1 finale est dispo depuis le début de l'été. Donc on avait suivi l'histoire très très tôt, Ellie. Oui, et en plus, l'avantage d'avoir suivi le départ de la bêta qu'on avait testé, donc c'était déjà, on avait vu que ça fonctionnait, que c'était une bêta, mais que ça améliorait les choses. Et maintenant que la finale est sortie, la finale est tellement plus rapide, ils ont vraiment amélioré le truc. Là, je crois que c'est 80% aux dernières nouvelles plus rapide. Et ça, c'est vraiment bien d'avoir pu suivre presque la naissance du produit depuis la bêta, et Fred avait été particulièrement intéressant et passionnant à écouter sur cette transition si importante qu'a été justement le M1. Et puis quand on voit que les logiciels, même en passant par Rosetta 2, étaient plus rapides que sur les processeurs Intel, ça laissait quand même beaucoup d'espoir sur la suite, sur ce qu'allaient donner ces logiciels optimisés pour M1. Alors ce qui est sympa dans cette spéciale, qui nous permet de faire la rétrospective des invités de la saison 1 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast, c'est qu'on se rend compte de la très grande variété de ces invités, et vous en avez déjà eu un premier aperçu depuis le début de cette spéciale. Ça se vérifie à nouveau avec notre prochain invité. On était le 18 mars dernier, et on avait invité le porte-parole d'iFixit Europe, Thomas Hobsommer, qui est aussi spécialiste des questions de réparabilité. C'est le grand leitmotiv, le grand credo, le motto d'iFixit. On en a reparlé il n'y a pas très longtemps, parce que Woz a fait une sortie sur le sujet, et puis c'est revenu au premier plan l'actu dans le courant du mois de juin. Moi, j'avais vraiment trouvé cette émission passionnante avec Thomas. Vous vous en souvenez ? Oui, très bien. Eh ben, allez, pour le plaisir. Il était très très focalisé sur son sujet qu'il connaissait par cœur. Ah ouais. Allez, pour le plaisir, retour le 18 mars 2021 dans l'épisode 30. Ça a parfois un côté presque religieux, on va dire. Ouais. C'est vrai. Donc c'est une vraie mission de vouloir allonger la durée de vie des objets qui nous entourent, puisque évidemment pour les fabriquer, on creuse la terre, on va miner des substances qui sont limitées, qu'il nous faudra en plus pour un futur durable, puisque par exemple si vous voulez fabriquer une turbine
d'une éolienne, ben, il vous faut ces précieux aimants terres rares. Donc, si on les met tous maintenant dans des vibreurs de téléphone qui après vont être jetés, ben, il nous en manquera dans le futur. Donc, il y a vraiment un souci d'avoir des appareils qui dureraient plus longtemps. Et donc, une des voies principales pour pouvoir le faire, c'est pouvoir les réparer, c'est évident. Oui, il y a vraiment une notion de lutte contre le gaspillage aussi, hein, chez vous. Tout à fait. Il y a une petite différence, je pense, dans la façon de cadrer les choses aux USA et en Europe. Donc, aux USA, c'est très axé sur la notion de propriété. J'ai payé pour, je suis le propriétaire, j'ai le droit de faire avec tout ce que je veux. En Europe, on voit que les gens sont quand même nettement plus sensibles aux thèmes environnementaux. Et donc là, l'empreinte en CO2 et autres, c'est quand même une grande motivation pour notre public ici. Bien sûr. Du coup, le business model d'iFixit, c'est quoi? C'est d'attirer, c'est pas moche, hein, mais d'attirer les clients avec ces vidéos qui rendent service, qui expliquent comment faire, pour derrière vendre des outils de réparation, des mallettes, des kits comme celles dont parlait Ellie? Oui, c'est pas faux. Donc, les tutoriels sont tous gratuits. Ils sont même open source, donc vous pouvez les partager comme vous voulez, à condition d'en mentionner les sources et évidemment de ne pas faire un profit dessus. Mais donc, comme c'est gratos, ben évidemment, ça ne nous fait pas d'argent. Et donc, tous les revenus viennent de la vente, donc de pièces détachées et d'outillages spécifiques, hein, comme le fameux tournevis Pentalobe qui a été inventé à l'époque pour que les gens ne puissent pas ouvrir leur téléphone. Et ben nous, on considère ça un acte de libération, de fournir ces tournevis aux consommateurs, quoi. On va rappeler que c'était les deux vis qui tenaient le boîtier de l'iPhone de part et d'autre du connecteur 30 broches. Hein, tout à fait. Et donc, on est passé d'une vis Philips qui était vraiment tout à fait commune et voilà, vous pouvez trouver le tournevis partout. Et donc, à mi-chemin dans l'iPhone 4, ils ont changé ça. Il y a même des gens qui ont envoyé un téléphone avec des vis Philips et qui l'ont reçu après la réparation avec des vis Pentalobe. Donc, c'était vraiment à mi-chemin qu'ils ont changé de cap et qu'ils ont décidé de ne plus admettre que les gens ouvrent le téléphone. Et donc, d'un téléphone pour lequel il fallait à l'époque un seul tournevis, on est maintenant déjà à 3. Donc, il y a des Pentalobes, il y a toujours des Philips, il y a aussi des 3-points, donc des triangulaires, et il y a même un tournevis spécial, on l'appelle le stand-off. Donc, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, même juste au niveau des empreintes de vis. Ouais. Il me semble que vous, avec vos kits, vous vendiez aussi justement les vis Philips qui permettaient de remplacer les. Tout à fait. Donc, on avait un kit, on appelait ça le Liberation Kit. Donc, c'était le tournevis et les deux vis pour que votre téléphone en revienne à l'ancien état avec les vis communes. Oui, tout à fait. Les Français se débrouillent pas si mal, hein, sur Apple TV. On en a eu un exemple très récemment dont on va reparler d'ici la fin de cette spéciale. Mais dès le 25 mars 2021, on donnait un premier exemple de cette vivacité des Français sur l'Apple TV avec le projet Explore, cette chaîne de documentaires assez étonnante. Deux invités, Edouard Benadava et Vincent Greenbaum de Media One, ce géant de la production en Europe, géant de la production télé évidemment. Voilà, c'était passionnant et ils nous avaient raconté aussi un peu les coulisses. Enfin, on avait essayé de leur tirer les verres du nez sur les coulisses du deal entre Media One et Apple. Ça a été réfléchi et Vincent, tu pourras confirmer, mais c'est une discussion qui a été réfléchie avec Apple et c'est ça l'intérêt du projet aussi. Donc Vincent, je te laisse compléter là-dessus parce que tu étais au tout début des discussions, mais je pense que c'était ça justement l'intérêt, c'était d'allier les volontés des deux groupes en tout cas pour pouvoir se lancer, ouais, et pour pouvoir lancer une nouvelle plateforme. Vincent, justement, comment est-ce que vous avez perçu l'opportunité Apple et aussi sans doute la difficulté à les embarquer dans un projet parce que ils sont quand même très sollicités.
Non, mais je crois qu'il y avait un très bon fit en fait. Media One, un groupe audiovisuel maintenant très important et déjà à l'époque, hein, des discussions qui remontent encore une fois il y a un petit moment, mais encore plus aujourd'hui. Et comme le disait Edouard, on était dans une réunion dans le bureau de Pierre-Antoine où on a conçu un produit, réfléchi un produit dès le début ensemble. On n'est pas sur une logique où nous on avait une idée de faire un pass documentaire et on s'est dit tiens qui est-ce qui en voudrait, peut-être Apple. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Il y a eu une réflexion au départ. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Il y avait une volonté de faire ensemble. Je pense que ces deux acteurs-là sentaient qu'il y avait un bon fit et qu'effectivement on était capable de faire un super truc. Après, il restait à savoir quoi. Et très vite, on savait qu'on ferait quelque chose de spécifique, d'exclusif, pour Apple, sur mesure, encore une fois. Et le documentaire, c'est venu parce que, je crois qu'Edouard commençait à le dire, on sent très bien aujourd'hui qu'il y a une appétence pour le documentaire, on va dire un peu nouvelle, avec de nouveaux formats, avec un public qui redécouvre aussi à travers les offres non linéaires le documentaire, là où c'était peut-être un genre qui était peut-être un peu délaissé. Et du coup, c'était vraiment intéressant. Et puis, je pense qu'il y avait la stratégie côté Apple, hein, Apple TV+, qui à l'époque allait se lancer. Je crois qu'on était pile au moment du lancement d'Apple TV+. Et de se dire qu'est-ce qui va être super complémentaire et local, qu'est-ce qu'on peut faire comme offre locale très complémentaire en France, ensemble, qui va vraiment bien fitter. Et c'était parfait puisque eux, ils sont sur la fiction, sur le film, la série. Et tout d'un coup, on leur offrait une plateforme sur mesure à pousser ensemble sur le documentaire. Puisqu'on est ensemble et qu'on est entre nous, et qu'on aime bien le côté un peu coulisses, à quel niveau ça s'est passé côté Media One et côté Apple? C'est des discussions qui se sont passées entre Pierre-Antoine et les équipes d'Apple. C'est remonté plus haut, un peu plus haut, c'est sûr, mais après, pour compléter, en fait, il y a eu quand même quelque chose d'assez naturel et d'assez évident dans la rencontre et dans les envies, ce qui fait que voilà, ça a été, ça n'a pas été un sujet de lobbying intense, ça a plus été comment est-ce qu'on arrive à bien avancer sur le projet ensemble, à mettre ça en place, et c'est pour ça que voilà, ça s'est fait, tout ça s'est fait de manière plutôt naturelle, ce qui a été très sympa d'ailleurs pour le travail des équipes, puisque ça se fait moins dans la douleur, c'est plus sympa. Bien sûr. On avait les exécutifs côté Apple France Vidéo, et après, dans le cadre du projet, on a vu des équipes techniques qui étaient plus loin en Angleterre et ou aux États-Unis. Mais au stade de la conception du projet, c'était en gros les patrons en France de la partie vidéo d'Apple et le plus haut niveau chez MediaOne. Bon, sur l'année, on a quand même accordé pas mal de place aux développeurs. Hein. Je ne sais pas si c'est l'impression que vous avez aussi, les amis. On a écouté, on a retrouvé Florent Morin tout à l'heure, qui est intervenu 2 fois, hein, notamment au moment de l'arrivée des Mac M1. Vincent Pradey aussi, hein, qui est lead développeur iOS chez Worldline, le leader européen des solutions de paiement. Il était venu dans iWeek le 1er avril 2021 pour faire un petit peu de prédiction et nous parler de la WWDC 2021 en amont. On était à ce moment-là à un peu plus de 2 mois de l'événement. On l'écoute. Ça peut que donner envie, parce que c'est vrai, quand on voit tous les use cases autour de la réalité augmentée, souvent quand même c'est sympa, mais le fait de devoir tenir un iPhone ou un iPad, bah, on se dit que passer le fait de s'amuser un quart d'heure, voilà, ça devient plus encombrant qu'autre chose. Hors des cas très particuliers, je pense par exemple la navigation en intérieur, dans les centres commerciaux où il y a eu des use cases intéressants, parce que là on est vraiment activement en train de chercher quelque chose, mais sinon c'est vrai que on a l'impression que les lunettes, c'est ce qui peut permettre de vraiment installer cette réalité augmentée dans le quotidien et dans des use cases qui sont fluides et qui n'ont pas un énorme niveau de friction. Après, on se rappelle aussi les Google Glass il y a quelques années qui ont fait un sacré pchit, principalement parce que le public ne semblait pas prêt à accepter ça. Ça a généré beaucoup de réactions de méfiance et peut-être aussi une technologie qui n'était pas encore assez aboutie. Je pense que si Apple introduit des lunettes, on peut s'attendre à beaucoup de travail de pédagogie et de marketing
pour expliquer les choses. Et peut-être un peu comme ils l'ont fait avec l'iPhone. L'iPhone, au final, a été vraiment introduit de façon très très progressive. Le premier iPhone, on peut se rappeler, pas de 3G. En France, même, on ne faisait pas de MMS, on s'en moquait un petit peu. Les choses ont été vraiment très très progressives. On pourrait s'attendre vraiment peut-être à des Apple Glass. J'ai dit Google Glass, la bêtise. Des Apple Glass centrés autour de 1 ou 2 use cases très puissants, mais aussi peut-être très peu clivants dans un premier temps, pour ensuite avoir une montée en puissance. Moi, je les verrais bien faire quelque chose comme ça. Et tu penses à quoi comme use case, comme usage un peu l'usage killer, quoi. Celui qui est facile à montrer à tout le monde, c'est vraiment la navigation, quand même, bien parce sûr. Que ça, c'est pas clivant, c'est utile, c'est pratique. En temps normal, on aurait pu penser à du tourisme augmenté, mais en ce moment, le tourisme, c'est pas forcément la chose la plus porteuse. Mais du tourisme augmenté, avoir des informations en plus affichées sur les bâtiments, ça pourrait être un potentiel énorme. Et sinon, on peut penser à des choses aussi, par exemple, maintenant que Apple a du Apple TV, je pense à une chose, mais alors pour le coup, c'est Amazon qui le fait, mais sur Prime, il y a une fonctionnalité qui s'appelle X-Ray, où quand on met la pause sur un épisode, et ben il nous affiche les acteurs qui sont présents dans la scène actuelle, avec le nom de l'acteur, du personnage, etc. Et on pourrait imaginer, pour avoir ce genre d'informations, réalité augmentée, qui serait du coup très bien intégré avec les contenus créés par Apple, vu qu'Apple commence à créer du contenu. Donc on pourrait avoir des choses là-dedans, vers les jeux aussi, enfin, beaucoup de créativité possible, encore plus maintenant qu'Apple a un écosystème qui est assez complet. Alors développement toujours, mais sous un autre angle. Cédric Rozan, le créateur de la chaîne Format Mac sur Twitch. Alors là, vous connaissez bien le sujet, les amis, parce que vous avez suivi les débuts de cette chaîne. Chaîne, on va dire de quoi, de vulgarisation, oui, de formation aussi interactive. Au code. Ouais. Initiation à la programmation sur Swift Playgrounds. C'est ça. Alors vous avez suivi les premiers épisodes, je sais pas si vous avez continué depuis. Ben, moi non, parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, et en fait je trouvais la méthode, et je lui ai dit, passionnante. Le problème, c'est que moi j'ai été développeur, je vous l'avais raconté une fois, depuis 1983, donc même si je fais plus de code depuis longtemps, je sais ce que c'est que développer. Et quand on essaye d'apprendre à quelqu'un qui a jamais touché une ligne de code, ben, on est obligé d'être très très didactique, très pédagogique. Je pense que François doit en savoir quelque chose. Et donc le problème, c'est que quand dans un des épisodes il faisait un exercice, moi j'en avais fait 8 ou 10. Donc parce que une fois qu'on a compris la logique, ça va vite dans ma tête. Et donc à un moment donné, j'avais fini le truc, et bon, après je pouvais juste écouter pour le plaisir, mais je comprends qu'il faut suivre le rythme et s'adapter aux auditeurs. Donc les 2 premiers étaient très bien, et puis après je l'ai laissé continuer, mais je sais que ça se passe bien. François, tu étais là aussi, au début. Ouais, moi j'ai un peu comme Ellie, j'ai suivi le premier, et puis j'avoue que le samedi après-midi, c'est pas le jour idéal en ce qui me concerne. C'est le week-end où j'essaie d'éviter de passer trop de temps devant les écrans pour des raisons, on va dire, familiales, si je vais pas me faire taper sur les doigts. Bien sûr. En tout cas, c'était le 8 avril dernier, et on recevait Cédric, qui était sur le point de lancer cette chaîne de formation Format Mac sur Twitch. Tout est parti du premier confinement en France en mars 2020. J'ai eu beaucoup de temps, et j'ai eu mon fils aussi qui s'est retrouvé au lycée distanciel. Et au début, tout n'était pas parfait, et il manquait un petit peu de contenu, notamment en technologie. Et je lui ai dit, bien, pourquoi pas se lancer sur Swift Playgrounds, qui est une application proposée par Apple, pour apprendre le code. Il faut savoir qu'en France, le code maintenant est enseigné dans la rubrique technologie. Et je me suis dit, comme il débutait justement cette matière-là, je me suis dit, autant en profiter et de voir les outils qu'Apple proposait. Donc on a démarré tous les 2 ensemble sur ça. Ouais. Et ça veut dire que ce que tu lances donc samedi, cette chaîne Twitch, elle est dédiée, elle est pour les enfants, pour les jeunes, ou pas seulement? Alors non, elle s'adresse vraiment, pas forcément, elle s'adresse vraiment à un public très large, c'est les personnes qui veulent découvrir le code sur la plateforme Apple. Donc ça peut être, normalement c'est à partir de 11 ans, c'est ce que préconise Apple, mais on peut très bien aller sur d'autres âges.
plus ou moins élevé. Ça peut être de jeunes adultes, ça peut être des enfants, des adolescents, des personnes qui sont à la retraite qui veulent découvrir ce domaine informatique. C'est vraiment très très vaste, ça s'adresse à vraiment à un public très large. Alors, du côté contenu, qu'est-ce que tu as prévu? Comment ça va s'organiser? À quel rythme? Quelle durée? Comment tu vois ce premier live de samedi? Alors en fait, déjà, le contenu sera en français. Alors c'est tout bête, mais même s'il faut avoir quand même des bases en anglais pour la programmation en général, quel que soit le langage de code qu'on utilise, moi ce que je veux en fait, c'est mettre le pied à l'étrier aux personnes en commençant par du contenu en français, même si, je le répète, il faut quand même un peu de base en anglais, et ensuite progresser au fur et à mesure, acquérir de la réflexion, acquérir des données techniques qui permettent ensuite d'aller plus loin et d'aller vers le développement sous Xcode, qui est en fait l'application fournie par Apple. Donc c'est ça aussi, j'attendais un petit peu, le fait que ce soit que sur iPad. Je reconnais que ça a été un petit peu un frein au niveau de ce projet-là, puisque ça restreint quand même pas mal les personnes qui en auraient un. Et Apple ensuite, à partir de macOS 10.15 Catalina, propose Swift Playgrounds sur les Mac. Donc ça élargit le public. Ça permet aussi d'avoir Twitch de manière plus simple, avec 2 fenêtres sur un écran de Mac. Même sur un iPad, ça reste quand même fonctionnel. L'avantage de Twitch aussi, c'est que c'est des lives. On a un chat, on peut interagir, répondre aux questions, adapter le contenu, même si moi, de mon côté, j'ai préparé avec ce que propose Apple des livres à télécharger gratuitement. Swift Playgrounds est livré gratuitement sur les Mac. On peut le télécharger gratuitement sur les iPads. Bref, tout le contenu est gratuit. Avoir un compte Twitch, c'est gratuit aussi. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'est d'avoir le contenu en français et cette interaction avec les personnes qui vont venir découvrir les lives. Une semaine plus tard, on se rapprochait de la WDC, bien qu'en étant encore à quelques semaines. Et on avait été séduits, notamment François et moi, par cette campagne sur Kickstarter qui consistait à fabriquer les pins que les développeurs ne recevraient pas, parce que la WDC physique n'allait pas avoir lieu à cause de la pandémie. Vous savez que c'est une tradition à la WDC, un certain nombre de goodies sont proposés par Apple, quand ça a lieu en présentiel évidemment. Il y a les blousons et puis il y a les pins, et à défaut de blousons, eh bien, Clément Sauvage, avec un de ses compères, s'était dit les pins, puisqu'on ne les recevra pas d'Apple, on va les fabriquer nous-mêmes, et il avait lancé cette campagne sur Kickstarter. C'était sympa aussi ce moment avec Clément, François. Oui, et puis voilà, j'ai reçu les pins derrière et c'est vrai qu'ils étaient plutôt sympas. Mais bon, c'est un peu notre souci, hein. On est fan d'Apple, c'est cher, on aime bien traîner sur Kickstarter, c'est cher. Il faut vraiment une grosse enveloppe, quoi. J'ai pas encore backé les posters, le calendrier que tu avais déjà évoqué, Benji. Mais je sais que tu l'as fait toi, donc faut que je regarde à le faire parce que ça risque de s'arrêter à un moment. Moi, je l'ai fait. En tout cas, c'était le 15 avril 2021 avec Clément Sauvage et cette collection de pins qui est arrivée depuis. Apple n'est pas une marque qui est reconnue pour faire des cadeaux. Ça se saurait. Mais il y a eu certaines WWDC où ils ont donné des Newton, où ils ont donné des appareils photo. C'était il y a longtemps. Hein. Alors, on a eu un blouson tout le temps de 2012 jusqu'en 2017. Et en 2017, ils ont commencé à nous filer des pins. Voilà, c'est ça. Et avant 2012, ils donnaient des sacs. Avant, ils donnaient des sacs à dos. Alors ils en donnent encore des sacs à dos, ils en donnent encore. Ma première dub j'y étais en student et ils filaient des très beaux sacs à dos qui sont introuvables ailleurs. Et donc du coup ils filent des pins. Alors ils sont tous mélangés là, je les ai pas par année. Donc tu as un truc très très vintage. Tu as un tableau. J'ai un tableau avec plein de pins. Ça c'est très vintage, tu sais. Ça c'est tu feras une brocante en bas de chez moi. Voilà, et donc du coup, vous voyez en vidéo les pins de la Dub qui nous ont été distribués. Quels sont ceux qui sont les plus précieux pour toi? Alors, j'en ai un qui est le doré qui est là, le Macintosh classique. J'ai trouvé sur eBay, il n'a pas été donné en Dub, hein, il a été donné avec les Macintosh à l'époque, dans les années 80. Donc j'étais pas né. Et il y a la petite pomme dorée aussi qui est juste ici, hop, là.
La petite. La petite, hein, la grosse, c'était un cadeau de la WWDC. La petite, pareil, était donnée avec les Newton, je crois, si je dis pas de bêtises. Et ces deux-là, je les ai trouvés sur eBay. Waouh. Voilà. Bon, bref, donc tu as apprécié ce geste et ces petits goodies que tu as reçus à partir de 2017. Et Alors puis, donc Apple les donnait des packs, mais aussi il y avait un espèce de challenge parce que on en avait certains quand on allait faire le jeu en réalité virtuelle, on en avait d'autres quand on finissait nos circles sur l'Apple Watch, on en avait d'autres quand on allait, par exemple il y en a un qui est l'accessibility qu'on allait quand on allait au lab accessibility, donc il y avait tout ça. C'était en fait c'est une chasse au trésor dans l'événement, c'est un événement dans l'événement, c'était génial. À partir de ce moment-là, il y a d'autres boîtes l'année suivante, donc en 2018, il y a des boîtes qui ont commencé à faire leurs propres pins. Et du coup, on se les tradait, on se les échangeait, un peu comme les cartes Pokémon en fait, dans les cours de récré quand on était gamin. Et donc du coup, boum 2019, génial, on a des pins. Et boum 2020, pandémie, plus de pins. Alors il y a un développeur qui s'appelle Joseph qui a fait un Kickstarter l'année passée, qui en a proposé. J'ai trouvé ça très sympa, je l'ai backé, les pins c'était assez cool. Et cette année, rien. Il y avait rien qui se dégageait, la communauté, il y avait personne qui se bougeait, qui se motivait. Donc du coup, avec un autre développeur qui s'appelle Thibaut, on s'est dit, pourquoi pas le faire en fait. Pourquoi pas se lancer, faire des pins et les filer aux copains développeurs. Et puis on se dit, en fait, il y a peut-être pas que nous que ça intéresse. Et donc coup, la communauté iOS, elle est très très vibrante. La communauté Apple, de façon générale, elle est très vibrante. Il y a des gens qui font de l'iOS, qui sont chez Apple depuis les années 80, il y en a d'autres qui nous rejoignent on board. C'est très sympa. Et donc du coup, on se dit, comme Joseph, on va le lancer sur Kickstarter. Et donc la campagne a été lancée avant-hier. Voilà. Donc Thibaut, c'est Thibaut Le Cornec. C'est ça. TBMac sur Twitter. TBMac, ouais, qui est développeur iOS. Chez Lydia. Donc l'idée c'est quoi? C'est que vous allez faire fabriquer 6 pins collector, c'est ça? On va faire fabriquer, j'ai pris 3 designers freelance sur une plateforme qui sont actuellement en train de travailler sur des designs qui sont absolument exclusifs, que nous on a pensé en rapport avec la culture Apple, en rapport avec la DubDub, en rapport avec les outils développeurs, en rapport même avec Apple, puisque je vous donne une toute petite exclue pour jeudi, puisque on les révèle au fur et à mesure. Il y aura même des personnalités d'Apple dans les pins. Voilà, la petite exclue. Si. Avec l'accord d'Apple? Ah bah non, il y a pas les au final, on n'utilise jamais Apple en tant que tel, donc il y a pas de problème. D'accord. Bon, donc il y aura 6 pins dans le lot. Donc il y aura entre 6, il y en aura entre 6 et 8 en fonction du succès de la campagne, parce qu'en fait plus il y a de personnes qui commandent, moins les pins sont chers, donc plus on peut en mettre dans le paquet final. Et puis n'oublions pas qu'on a appris un truc qu'en tout cas moi je ne connaissais pas, qui est et qu'on a répété maintes fois depuis, qui est DubDub, pour parler de la WWDC, et que les développeurs appellent DubDub. Après on l'a retrouvé, mais moi je l'avais pas entendu avant, et au départ je me disais mais de quoi ils parlent, et puis c'est très sympa. Et maintenant on est branchés nous aussi, on sait dire DubDub. Je me suis fait la même réflexion, Elise, ça peut te rassurer. Alors le bilan de cette DubDub, justement, c'était le 10 juin 2021 dans l'épisode 42. Et on avait proposé à Florent Morin, le développeur qui nous avait enthousiasmé avec son retour sur les M1 quelques mois plus tôt, de revenir dans eWeek pour nous aider à comprendre ce que cette conférence mondiale des développeurs avait accouché comme nouveauté. Alors, le premier sentiment, on a vu les nouveautés, etc. On a dit c'est chouette, voilà. Après, on a le côté, ça nous donne le côté grand public. Mais ça nous dit pas tout ce qu'on va pouvoir faire. Donc, on était enthousiaste, mais voilà, on attendait surtout, nous, le plateforme State of the Union. Et c'est là qu'en fait, on a déjà la première bonne nouvelle, juste après le keynote, ça a été de découvrir que iOS 15 était compatible avec les iPhone 6S et supérieur, donc finalement une compatibilité assez énorme. Et ça, c'est un énorme atout. Alors, je vais dire pourquoi, parce que on est plusieurs à avoir bossé comme des tarés sur SwiftUI. Et le problème, tu peux rappeler derrière, ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. SwiftUI, c'est la nouvelle technologie qui permet de concevoir des interfaces graphiques pour les appareils Apple
Donc ça marche sur toutes les plateformes Apple, c'est très moderne, c'est assez génial, mais c'est pas encore totalement adopté. Donc on a beaucoup misé sur cette techno, en tout cas ceux qui ont misé dessus, qui est assez moderne, pleine de promesses, mais avec toujours cette crainte que finalement ce sera pas compatible avec une génération d'appareils. Et derrière, moi, mes clients en tant que freelance, ils veulent que ça reste compatible avec un maximum d'appareils. Et la règle habituellement, c'est toujours avoir 2 ans de décalage. Ce qui fait que si iOS 15 faisait une rupture, eh ben, on serait obligé de se coltiner iOS 12 par exemple. Non, iOS 14. Mais qui n'aurait pas les nouveautés de iOS 15. Et donc, Fatalement. pas tous les bénéfices de SwiftUI cette année. Et donc, en fait, c'est encore une année à attendre. Tandis que là, le cadeau, c'est d'avoir 3 ans d'historique. Donc, de toute façon, il n'y a aucune excuse pour ne pas y aller. Et donc, on a directement un retour sur investissement. Et ça, pour les développeurs, c'était un vrai soulagement. Et vraiment, ça a fait vraiment plaisir, quoi. J'ai pas arrêté de répéter à ma compagne toute la semaine, ça l'a saoulé, mais je suis vraiment très, très satisfait de ça. Voilà, ça, c'était la bonne surprise. Après, si on va plus loin, quand j'ai découvert les technologies, donc pour rester sur SwiftUI, il y a encore beaucoup de choses l'an dernier qu'on ne pouvait pas faire, même si on avait vu une accélération phénoménale dans la rapidité d'implémentation côté Apple, pour nous mettre à disposition cette technologie. Et là, finalement, Apple utilise SwiftUI dans ses propres applications, dont la nouvelle application météo, et aussi sur Mac, comment ça s'appelle, raccourci sur Mac. Voilà, donc ils l'ont dit pendant le Platform State of the Union que ils se sont dit bon, on va l'utiliser nous et on verra également, en plus des retours des développeurs, quelles sont les limites de l'outil pour pouvoir les combler. Et là, j'ai exploité l'outil et je me rends compte qu'en fait toutes les lacunes sont comblées. Donc les parties de code où je devais encore utiliser du code Swift UIKit, qui est l'ancienne technologie, là c'est bon, c'est résolu. Et tous mes clients que j'ai un peu forcés donc les clients qui ont des nouvelles applis, c'est des startups, donc ils ont des nouvelles applis, donc peu importe qu'ils aient pas 100% du marché, de toute façon ils l'auront pas au lancement. Et ben tous ils m'ont appelé ou ils m'ont envoyé un SMS en disant merci parce que là on est tourné vers l'avenir et c'est super et on perd pas d'utilisateurs. Et je pense que là, ça va être un vrai coup d'accélérateur cet été. Donc ça, c'est le premier sentiment. Donc là-dessus, on était vraiment contents. Et en plus, même s'il en fait, dès lors qu'on a suivi ce qui s'est passé l'an dernier par rapport aux évolutions du langage de Swift, où vraiment on a pris cher quand même l'an dernier, toute notre connaissance du développement a changé en fait. Et on a dû changer tout notre état d'esprit. Et donc ça, c'était assez fastidieux l'an dernier. Et là, c'est quasiment une année de repos, quoi. On a juste la partie, il y a Swift qui gère mieux les tâches concurrentes. C'est-à-dire, en fait, le fait d'exécuter plusieurs tâches en parallèle, c'est un peu l'enfer du développeur. Et là, il y a eu un gros travail d'Apple pour simplifier ça, l'améliorer. Donc là, il y a une bonne courbe d'apprentissage à absorber encore. Mais c'est tout. Pour le reste, on a déjà fait le travail, donc c'est bon, quoi. Willy? Oui, une petite question. Est-ce que tu te vois développer sur un iPad ou tu vas continuer à utiliser le Mac? Bonne question. Non, je vais continuer à utiliser le Mac parce que j'y suis habitué. Après, sur iPad, je pense que les évolutions de Swift Playground, on peut pas les tester pour le moment, mais de ce que je sens, c'est vraiment plus une évolution de Swift Playground pour concrétiser en fait les petits projets qu'on peut faire. Donc je pense que c'est pas mal, par exemple pour des étudiants ou quoi, qui n'ont pas un budget de dingue et qui veulent s'initier au développement en fait. Et qui veulent créer leur vrai app. C'est un outil d'apprentissage aussi, je crois. C'est ça, ouais, à la base c'est un outil d'apprentissage, ce qui fait qu'on peut rester sur le même outil pour créer une vraie app avant de passer à Xcode, ou peut-être que demain on aura un Xcode sur Mac, sur iPad Pro, ou voilà, avec un processeur M1, après tout, c'est envisageable. Alors parfois les invités, on les invite par deux. Et là, on pouvait difficilement faire autrement, tellement leur histoire commune et complémentaire pour évoquer les 10 ans de Final Cut Pro. C'était dans l'épisode 44, et il se trouve qu'au même moment, Emmanuel Pampuri et Erwan Lecloirec ont vécu
ce qui a été la bascule de Final Cut vers Final Cut Pro 10. Beaucoup de monteurs ont été déboussolés, mais ça a été un véritable événement quand même. Et il nous l'avait raconté dans Eric, la semaine Apple, le podcast. Et c'était super intéressant parce que moi-même qui faisais à l'époque des formations Final Cut 7, quand on était passé sur 10, j'ai vécu ça de l'autre côté et j'ai vu des clients qui me disaient « mais on comprend rien, qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est vrai que beaucoup ont quitté la plateforme Final Cut à ce moment-là et c'était très intéressant d'entendre leurs avis puisque eux ont continué. C'est clair. Emmanuel Pampuri et Erwan Lecloirec. Bon, on l'a vu dans le sommaire, vous évoluez dans le même univers, les amis, mais vous avez ce point commun d'avoir suivi l'histoire de Final Cut depuis quasiment le tout début, et notamment ce 12 avril 2011, Emmanuel, tu étais dans la salle à Las Vegas pendant cette soirée organisée pendant le NAB, où Apple en fait a monopolisé une scène qui au départ devait être partagée par plein de sponsors. Et oui, on savait qu'ils étaient là. On avait ouï dire qu'il y allait avoir la surprise et tout ça. Donc on était tous vraiment très excités avec les copains québécois qui étaient là à ce moment-là. Et c'était dans une... voilà, on peut rappeler, c'était un super meet, c'est ça C'est un super meet, ouais. C'est organisé par le Final Cut Pro User Group de Los Angeles, je crois. Et Boston. Boston, oui, c'est ça. Ouais. Avec, donc c'est une soirée à laquelle on peut assister contre un ticket d'entrée très peu cher. C'est... Oui, je sais plus, c'est $5, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et donc dans la salle, il n'y a que des pros de la vidéo qui sont au NAB et qui le soir vont à cette soirée. En parallèle, on va dire. C'était des soirées qui étaient assez rigolotes parce qu'en plus souvent il y avait des loteries, des espèces de tombola géantes où on pouvait gagner plein de trucs. Du reste, une année j'ai gagné des trucs incroyables. J'ai gagné une licence à vide, un accessoire pour ma Red One qui coûtait je sais plus combien de milliers de dollars et wow. j'ai pas trop gagné au casino à Vegas, mais cette année j'avais gagné plein de trucs. Et cette année-là, on était vraiment excités, on savait qu'il allait Il y avait des rumeurs les heures avant, les jours avant, ou qu'est-ce que tu savais avant la soirée elle-même? On savait qu'Apple était là pour annoncer une nouvelle release de Final Cut, mais on savait pas que ça allait être cette grosse surprise, quoi. Voilà. Je vous donnerai les références d'un podcast dans lequel j'ai appelé plein de trucs là que j'ai écouté. Apparemment, 15 jours avant le NAB auquel Apple ne devait pas participer, Steve Jobs, voyant l'état d'avancement de Final Cut Pro 10, a dit à l'équipe « Qu'est-ce que vous avez prévu de montrer au NAB ?» Et donc l'équipe a fait... Je savais pas cela. L'équipe a fait genre on n'a pas prévu d'y aller. Ouais. Et donc au dernier moment, ils ont cherché un moyen de se créer un créneau sur place. Et donc ils ont contacté l'équipe qui organise Super Meet. Et ils ont je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il y avait des sponsors qui étaient engagés pour chacun donner un peu d'argent pour que la soirée ait lieu. Apple a dit non, nous on prend tout. Ouais, ils ont un peu hacké la soirée. Ils ont un peu hacké la soirée. Ouais. Bah, si tu regardes la vidéo, je crois que la présentation elle dure plus d'1 heure sur un seul logiciel. C'était assez dingue. Et moi, le truc qui était rigolo, c'est qu'à l'époque, je filmais avec ma petite caméra, pensant que j'étais même persuadé qu'on était en direct sur Internet, qu'il y avait un truc qui se faisait. Apple avait mis les moyens. Un stream, je voyais. Ouais. Et puis en fait, autour de moi, je voyais pas grand monde. Des gens qui filmaient de temps en temps, des petits bouts, qui prenaient des photos. Et moi, j'étais là avec mon monopode et ma caméra, et ça a duré hyper longtemps. Et à l'époque, en plus, c'était des caméras qui coupaient toutes les 30 minutes. Donc j'étais obligé de couper à un moment. J'étais complètement flippé du fait d'avoir assez de batterie. Je sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais et le truc qui est assez rigolo, c'est qu'au final, j'étais le seul à filmer. Et que cette vidéo a fait des centaines de milliers de vues sur mon Vimeo et sur ma chaîne YouTube. Et que même Apple m'a demandé après l'autorisation d'utiliser la vidéo en interne contre une licence. C'est vrai? Voilà. Ouais. Et du coup, c'est de la vidéo qui a circulé en interne chez Apple. C'était mon truc que je filmais avec mon GH1 ou mon GH2, je crois, à l'époque. Voilà. Bon, sans être désobligeant, c'est une vidéo prise dans la salle.
c'est limite une vidéo caméscope. Hein. Oui, c'est ça. Hein. Mais ça reste aujourd'hui quasiment la seule trace c'est un document de ce qui s'est passé il y a 10 ans et 2 mois. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait un stream en live de l'événement et qui n'a pas dû être enregistré en fait. Parce que moi, j'avais fait mon premier live YouTube, je pense, le soir-là, en direct, et on avait suivi avec les membres de Yak Yak Yak. Mais derrière, il n'y a jamais rien eu de produit, donc ils n'ont pas dû enregistrer le flux en fait. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dû oublier d'appuyer sur REC. Parfois aussi, on tombe sur une news et on se rend compte que celui qui est à l'origine de cette nouvelle est un Français. C'est exactement ce qui s'est passé avec cette vidéo en image de synthèse du Macintosh original. On s'est rendu compte que cette vidéo avait été créée par un Français, par un jeune motion designer. Ça s'est fait très vite, on a trouvé ses coordonnées, on lui a proposé, et quelques heures plus tard, il participait à l'enregistrement de l'épisode 44. C'était Thibaut Crépel, et cette vidéo, elle va peut-être changer sa vie. On le réécoute. J'avais déjà fait en mars, du coup, mon premier gros projet sur un appareil photo argentique. Donc je reprends cette thématique en fait de produits vintage. Ce que je fais après, c'est faire un thread sur Twitter où je vais expliquer comment j'ai fait, comment j'ai sélectionné la musique, comment j'ai coupé. Le but, c'est aussi d'expliquer mon processus. Et c'est pour ça que je suis très content d'être ici, d'expliquer le produit, comment il était à sa sortie, pourquoi j'ai décidé de le choisir lui et pas un autre, parce que j'adore les produits vintage. Et du coup, la mayonnaise a pris parce que sur Twitter, c'est toujours mieux de savoir comment est fait quelque chose qu'on voit. Ça crée aussi un peu de storytelling. Et après, j'ai mis sur Reddit. Et sur Reddit, ça a beaucoup mieux pris, je pense. Donc voilà, mais ça restait dans des cercles. Macintosh, les fans d'Apple. Et c'est pour ça, je m'attendais pas à ça. Ouais, mais bon, t'as des retombées incroyables. Tous les grands sites américains dédiés à l'univers Apple parlent de toi. C'est marrant. J'ai l'impression que t'es plus au courant que moi parce que moi je vois pas tout ça. Partout. Hein. Ouais. T'as été en contact par exemple avec des journalistes américains? J'ai eu 2-3 demandes sur Twitter, mais je sais pas. J'aurais dit que j'étais open, mais t'étais occupé avec iWeek. Un petit peu, ouais. Bon, et alors, est-ce que tu sens déjà des retombées pro pour toi, pour te faire remarquer, parce que c'est ça le but aussi. Oui, voilà, c'est ça. Je vends le produit. Je pense qu'il est en rupture à l'heure où on parle. Donc, c'est pas un projet commercial évidemment, mais derrière, il y a aussi moi qui vends mes prestations et vends mon travail. Donc ça c'est fait venir très des sympa clients aussi. potentiels. Ouais. T'as déjà des touches? Ouais, c'est bon. C'est bon. Non, c'est top. Bon ça. Non, c'est trop bien. Écoute, juste un petit truc, peut-être, parce qu'il y a une similitude avec quand même pas mal d'années d'écart. Quand moi j'étais en école de commerce aussi, je faisais de l'informatique en sortant de l'école. Parce que c'était pas du tout les études, c'était un peu les mêmes que toi, bon, avec d'autres méthodes. Et en projet de fin d'études, tu sais, en dernière année, on fait un projet. À l'époque, c'était de la création d'entreprise ou d'un projet de création. Et donc, moi, j'avais fait avec mon frère, on était ensemble, le projet de création d'une boutique informatique. Un endroit pour accueillir des gens, pour leur présenter des micro-ordinateurs, etc. Et c'était un projet, on a eu une très bonne note, hein, mais ce projet, ça a été la réalité en quittant l'école. On était peut-être destiné à travailler dans une grosse boîte, etc., comme souvent. Et en fait, on a décidé de faire ce projet et en fait, on n'a jamais travaillé pour qui que ce soit. On a créé notre entreprise, ça nous a pris une année et ça a duré 41 ans à ce jour et c'est pas encore fini. Donc, je te souhaite un jour, si tu as envie de créer ta boîte, que ça marche comme nous. Mais voilà, c'était notre projet de fin d'études et ça a été un rêve qui est devenu une réalité. Donc, good luck to you si jamais c'est ce que tu veux faire. Bon, on est quasiment à la fin de la saison, hein. Ça passe vite. On se régale à réécouter tous ces invités. Je sais pas comment c'est pour vous, mais
C'est un peu l'année qui redéfile dans ma mémoire. L'un des derniers invités, je crois même que c'est le dernier, c'est un homme assez étonnant parce qu'on lui doit notamment le lancement de Molotov il y a quelques années. Plus récemment, même ces dernières semaines, Narrative, cette application qui permet de faire du live multicam à partir d'iPhone, d'iPad ou de smartphone Android, est en phase de test sur TestFlight, avec une sortie commerciale prévue au mois de septembre. Mais Jean-Marc Denoël était venu aussi pour nous raconter effectivement cette folle aventure de Molotov et le lancement de cette appli sur Apple TV. On avait essayé de lui faire raconter l'histoire. Il avait quand même accepté de nous dire comment ça s'était passé. Hein. Oui, c'était pas gagné d'avance, parce que c'est des choses qui se racontent pas forcément. Et en plus, lui, maintenant, il a quitté l'aventure Molotov. Donc, pour lui, c'est quelque chose... C'est un ancien chapitre dont il se rappelle. Mais je pense que tu avais été très fort parce qu'il avait quand même réussi à nous raconter pas mal de choses. C'est ce que j'allais dire, ouais, t'avais réussi à lui tirer les verres du nez, mais c'était pas gagné d'avance quand même. T'avais bien géré le coup. Pour le plaisir, on se replonge dans l'épisode 46 avec Jean-Marc Denoël. On était à peu près. Moi, j'ai appelé Michel Suter, que tout le monde connaît dans le secteur. Un ancien de chez Apple, Oui, il nous écoute. Voilà. Je lui ai dit, écoute, on a un truc, on peut te montrer quelque chose. Voilà, on a fait quelque chose sur l'Apple TV. Si ça te dit, tu peux venir le voir. On avait montré évidemment à personne. Alors avec Apple, c'est pas la peine de. Ils gèrent tellement bien le secret et la confidentialité que c'est pas la peine de signer des clauses de confidentialité. Donc on monte le produit et je vais pas te dire qu'on a compris qu'on avait touché quelque chose, mais on a senti qu'il y avait un intérêt. Et puis voilà. Et puis donc après ça s'est enchaîné assez vite en fait, parce que on l'avait montré, on va dire premier trimestre. Ça s'est enchaîné très très vite. On a eu des visites complémentaires, des échanges complémentaires. On a montré le produit. D'équipe d'Apple, tu veux dire. Ouais, absolument. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire des équipes américaines qui sont venues vous voir? Oui. Alors, est-ce qu'elles sont venues pour nous? Est-ce qu'elles étaient dans un tour européen et puis elles ont fait un détour par Paris et par la rue de la Borde dans laquelle on était? Voilà, je sais pas. Et puis finalement, elles venaient faire leur marché pour la keynote? Probablement parce qu'il y avait une grosse annonce d'Apple autour de l'Apple TV. Et quelque part, ils avaient aussi envie d'illustrer ce que le store pouvait amener ou la façon dont on pouvait aborder. Parce que quand vous sortez une Apple TV et que vous n'avez pas la télé, il y a un truc et aujourd'hui, on était les seuls en Europe à pouvoir le faire. Aujourd'hui, on était les seuls en Europe à l'avoir fait, à l'avoir réalisé, à avoir signé l'ensemble des chaînes et objectivement d'avoir le meilleur produit télé qui existait sur le marché, à la fois dans les fonctionnalités, enfin dans tout dans l'interface, dans les fonctionnalités. Mais du coup, en fait, c'était un match parfait parce qu'il sortait un nouveau produit, il racontait une nouvelle histoire sur l'Apple TV, et nous, on avait l'offre qui l'illustrait en fait. Alors c'était un petit pays, c'était la France, mais ça servait tellement. Enfin voilà, donc c'était un match parfait. Je pense qu'ils l'ont compris, et nous, on était hyper ravis. Et du coup, après, ça s'enchaîne assez rapidement. Donc on a des intérêts, ils comprennent, ils voient, et puis derrière, on vous dit. Comment tu sais? C'est pas impossible que vous soyez, c'est pas impossible qu'on parle de vous. Mais voilà, après il y a des clauses de secret qui entourent tout ça et sur lesquelles vous n'avez pas forcément la possibilité d'en parler. C'est très secret, c'est très rapide, c'est très professionnel évidemment. Et ça se passe super bien. Est-ce que vous êtes associé aux préparatifs? À quel moment est-ce que vous êtes sûr que ça va avoir lieu? En fait, t'as jamais vraiment l'assurance que ça va avoir lieu. Tu sais que t'es shortlisté, tu sais que ça peut se passer, tu sais que s'il y a le moindre leak, ça se passera pas.
Après, comme tu fournis des visuels, parce qu'à un moment donné, il faut quand même fournir les visuels du produit, voilà, donc les équipes travaillent. Dans tous les cas, on travaille comme si on allait y aller. Mais en fait, tu sais pas. Donc, tu vois, on avait commandé les pizzas et la bière pour la soirée à Paris avec toute l'équipe de développement, mais on aurait pu ne pas être, voilà, on savait pas. Et du coup, quand tu vois ton écran, ton produit, voilà, bah c'est super, quoi. C'est un super moment. C'est un super moment. Bon, alors quand on parle d'invités, on parle de tous nos invités, bien sûr, et on a tenu aussi à vous ouvrir iWeek, vous, nos auditeurs. Et vous êtes 7 cette saison à avoir participé. Alors, comme tout le monde est important dans iWeek, eh ben on va vous réécouter quelques secondes chacun, mais histoire de retrouver votre voix et le plaisir du moment qu'on a passé ensemble. C'est Anthony, alias Benzine, qui a inauguré le bal. C'était dans l'épisode 26. Bah, on réécoute. Salut Elie, salut Benjamin, plaisir partagé, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. Eh bien écoute, tu es le bienvenu dans le podcast d'iWeek, la semaine Apple. Anthony Guillemer. Ouais, c'est ça, c'est bien prononcé. 30 ans, alors tu es toi aussi dans le sud, mais tu es de l'autre côté, tu es à Perpignan. Ouais. Dis-nous qui tu es en quelques mots. Alors, qui je suis? Moi, je suis, en fait, je suis vidéaste semi-professionnel. Je suis aussi web marketer pour une destination touristique, Bagnols-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr. Donc voilà, et passionné d'Apple forcément. Voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir de plus? Comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à nous? C'est une longue histoire. En fait, il y a quelques années déjà. Je me baladais dans les chaînes lointaines de ma Freebox. Oui. Et je suis tombé sur une émission iWeek sur Watch, une chaîne que je ne connaissais pas du tout. Et je me suis dit, mais c'est génial, des gens qui parlent, des passionnés. Je savais même pas qui vous étiez, qui travaillait dans quoi. Je me suis dit, mais ils parlent de quelque chose qu'ils ont l'air de maîtriser. Et à la télé, c'était assez rare. Donc je me suis mis à suivre le rendez-vous. Puis ça s'est arrêté, vous êtes revenu en podcast et puis bon, j'étais toujours là et c'est toujours un plaisir vraiment chaque semaine. François, dans l'épisode 32, tu avais donc invité Sébastien Balbine qui partage la même passion que toi. Et oui, il aime bien tout ce qui est domotique et c'est vrai qu'il avait répondu à... Enfin, j'allais dire répondu à mon appel, mais non, même pas, j'avais pas fait d'appel, mais c'est lui qui a pris l'initiative. Il est venu nous parler de la domotique par Ikea. Et c'était très très intéressant d'avoir son avis. Et voilà, il nous avait parlé des détecteurs de présence, de la lumière, etc. Et voilà, ça m'a confirmé que les produits domotiques Ikea étaient voilà, une bonne porte d'entrée aussi. Donc si vous avez envie, pourquoi pas essayer cela. Voilà, c'était dans l'épisode 32. Salut Sébastien. Bonjour. Salut, ça va? Très heureux de te recevoir dans iWeek. Ah, je suis très heureux de participer aussi. Merci de l'invitation. Plaisir partagé. En un mot, qui es-tu Sébastien? Alors, dans la vie, ce que je fais, je suis bibliothécaire à Brest. J'habite à Brest, un breton aussi comme François. Et je travaille au secteur jeux de société et je suis un gros geek en fait. J'adore toute l'informatique et je suis tombé dans l'univers Apple il y a une dizaine d'années, voilà. Et depuis, je suis un gros passionné de l'écosystème Apple, voilà. Alors, ça tombe bien, tu es à la maison ici dans iWeek, la semaine Apple, le podcast, Sébastien. Sois vraiment le bienvenu. Oui, j'ai cru comprendre. Bon, François, en bon breton, c'est toi qui as eu envie de proposer à Sébastien de passer une tête? Oui, bah déjà, il était breton, donc ça partait bien. Hein. Je me suis dit, pour une fois où on sera en majorité, c'est important. Non, en fait, Sébastien m'a envoyé de son propre chef un petit bilan de son utilisation de l'écosystème Tradfi, le HomeKit by Ikea. J'avais évoqué dans l'émission de le tester, et puis je me suis dit, après tout, il l'a testé, ça me fera économiser 100 ou 150 €. Donc en fait, il va faire mon boulot aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va vous dire ce qu'il pense de l'écosystème Tradfi. Oui, effectivement, ça fait plusieurs semaines que j'entends évoquer l'écosystème Tradfi. Je me dis, tiens, ça serait pas mal d'écrire un petit article.
Et voilà quoi, et puis ça a plu à François, et puis je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, quoi. Le 17 juin dernier, c'est Vincent Malac, notre ami graphiste à qui on doit le logo d'i5, décliné du logo iWeek, qui était venu nous raconter ses premiers jours avec son iMac M1 24 pouces. Il avait fait office de testeur et c'était très sympa d'avoir son impression sur ce Mac qui venait d'arriver. Bonjour Benjamin, bonjour Ellie. Bonjour à tout le monde. Hello. Ah, ça fait hyper plaisir. Bienvenue Vincent. C'est top que tu sois là. Merci beaucoup. Tu vas être notre grand témoin cette semaine. On va essayer. Tu vas nous raconter l'iMac M1 24 pouces que tu as acheté et que tu utilises et que tu testes depuis un peu plus de 15 jours. Comme ça, première impression juste en apéritif, en un mot? C'est beau. Dans tous les sens du terme, c'est beau. Voilà, on vous met aussi à contribution pour les tutos audio parfois. Quand vous avez des idées avant nous, autant vous proposer de les partager. C'est ce qui s'était passé avec David Saez, qui avait détaillé sur son blog comment intégrer le pass sanitaire dans le wallet, de manière à avoir le pass sur son Apple Watch en permanence. Et donc, c'était dans l'épisode 46. L'intérêt, il est assez simple. C'est que je pense, comme le disait Ellie, pas mal de gens ont le QR code dans l'application Tous Anti-Covid. Le problème, c'est que l'application Tous Anti-Covid, si la plupart des gens sont comme moi, elle est reliée dans la bibliothèque d'app, elle est jamais dans nos pages d'accueil. Donc c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'accessibilité au QR code. Alors que je pense que le wallet, tout le monde l'a au moins sur sa première ou sa deuxième page pour avoir les cartes bancaires. Donc c'est beaucoup plus facile d'y avoir accès. Et puis le wallet, il est entre guillemets connecté aussi à son Apple Watch si on en a une. Ouais, c'est vrai que ça c'est un bon point. C'est que on peut aussi l'avoir sur l'Apple Watch en la mettant directement sur le wallet. Ouais. Encore plus récemment, les mésaventures de Julien Serre, photographe animalier, avec son portefeuille perdu et un AirTag qui ne répond plus. C'était dans l'épisode 47. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous, bonsoir François, bonsoir Gilles. Ah, c'est un vrai plaisir. Merci pour l'invitation. Bon, je te présente en un mot, mais tu le feras beaucoup mieux que moi. Tu es photographe animalier. C'est ça. Tu es fan d'Apple, c'est toi qui le dis. Ouais. Et tu es auditeur d'iWeek. Entre autres. Ça, c'est sympa. Depuis quand Depuis vos débuts. En fait, je vous connaissais déjà depuis Watch. Et puis j'ai vu que vous aviez lancé un podcast et je crois que dès le 2 ou 3e épisode, j'ai commencé à vous soutenir via Patreon. Bon, c'est pas pour nous faire des compliments qu'on a le plaisir de t'accueillir aujourd'hui. En un mot, parce qu'on va y revenir en détail, qu'est-ce qui t'est arrivé? En un mot, hein. Portefeuille perdu, mais j'étais plutôt content parce que un AirTag était à l'intérieur. Et puis après, je vous détaillerai tout le reste au cours de l'émission, puisque ça s'est pas très bien passé au niveau de la recherche de ce portefeuille. Et puis le dernier invité en date, hein, Fabrice Neumann, hyper actif sur Twitter avec le hashtag iWeekLSA. C'était très intéressant d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Parce que je n'étais pas présent parmi les chroniqueurs et je vous ai écouté pas plus tard qu'hier en voiture et c'était très intéressant. Alors, il était venu initialement pour nous parler de NextDNS, un service qu'il utilise depuis plusieurs mois. Mais il avait un regard très intéressant aussi, Fabrice, sur l'affaire Pegasus qui venait d'éclater, le fameux piratage, notamment des iPhones d'Emmanuel Macron. En termes d'image, c'est effectivement mauvais pour Apple. J'aurais envie de dire que c'est un peu la faute d'Apple avant la technique. C'est la faute d'Apple parce que Apple passe son temps à dire qu'ils sont les champions de la sécurité, que tout ce qui est sur l'iPhone reste sur l'iPhone, ils sont
comme d'habitude, un peu arrogant sur ce sujet comme sur d'autres. Et donc, dès qu'on se prend les pieds dans le tapis, c'est normal qu'on se prenne un retour de bâton comme celui-là. Faire un article comme celui que tu as cité de France Info, c'est très bien, mais là, en revanche, c'est très à charge. Et on met le mot iPhone parce que les gens connaissent iPhone. Si tu mets Android, les gens ne savent pas. Globalement, pardon de faire des généralités comme ça, mais globalement, les gens que je côtoie, ils n'ont pas un Android, ils ont un Samsung, ils ont un Motorola, ils ont une marque. Hein. iPhone, on sait d'où ça vient. Donc c'est plus facile de mettre dans un titre pour que les gens reconnaissent. Ça n'empêche pas que ce qui est décrit dans l'article est vrai, que les iPhones ont été pris comme les autres, même ceux qui étaient mis à jour, comme on demande de le faire régulièrement, même si Ellie dit qu'il faut éviter les chiffres impairs, si je me souviens bien. Non, au contraire. Au contraire. Ah, pardon. Ah, ça y est, je me suis trompé. Pour les mises à jour, Même ça, c'est trop compliqué. Voilà. Donc, il y a vraiment de la vérité là-dedans, et que Apple se prenne un retour de bâton comme ça, c'est normal et il faut que ça le soit. Voilà Fabrice Neumann dans l'épisode 48, saison 1 d'iWeek, la semaine Apple, le podcast. Je crois, Ellie et François, qu'on peut dire merci à tous nos invités. Hein. Absolument. Vous avez tous été super et on a hâte, dans la saison 2, d'en réinviter certains d'entre eux s'ils ont envie de venir faire coucou. Et puis on en aura certainement d'autres qui viendront compléter cette liste. Ouais, comme l'a dit Ellie, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un autre regard aussi. Et puis voilà, c'est sympa aussi, on échange pas mal avec pas mal d'entre vous sur les réseaux sociaux et c'est sympa aussi de pouvoir avoir un vrai échange. On a fait des Twitter Spaces, je pense qu'on essaiera d'en refaire aussi en début d'année. C'est vrai que c'est très intéressant d'échanger et puis d'avoir vos retours aussi en direct, en live, tous ensemble. Merci à tous nos invités, que vous soyez connus ou pas. Vous nous avez tous permis de mieux comprendre l'actu. Vous avez partagé votre expertise et vos connaissances avec nous. Et on a passé dans tous les cas un super chouette moment avec vous. Beaucoup d'autres invités à venir avec cette prochaine saison qui commencera donc jeudi 26 août 2021. D'ici là, n'oubliez pas Patreon, patreon.com/iWeek pour nous soutenir à partir d'1,50€ par épisode. On a vraiment besoin de vous pour continuer. Merci à nos nouveaux contributeurs. N'oubliez pas non plus Apple Podcast pour rédiger un avis et nous mettre une note 5 sur 5. Bel été à tous et à très vite pour la rentrée. Ciao! À bientôt! Bon été!